Eh bien, bonsoir à tous. Je suis absolument ravie de pouvoir enfin m'exprimer sur l'apprentissage des langues vivantes, en particulier l'anglais, parce que autant la prise en charge des dyslexiques et des personnes qui ont des troubles d'apprentissage commence à être consciente et effective dans les établissements scolaires, autant pour l'anglais, si je ne me trompe pas, il n'existe rien. Voilà. C'est très difficile pour un enseignant d'anglais de connaître à la fois l'anglais et les troubles d'apprentissage. Alors ce soir, je vous présente le plan de la conférence. Voilà. Donc, apprendre une langue vivante, c'est d'abord, en regard de ces troubles d'apprentissage, les connaître et bien les connaître. Parce que quand on les connaît bien, on comprend pourquoi on n'arrive pas à apprendre une langue vivante. Donc on verra ça. Ensuite, comment on apprend à lire dans notre langue maternelle? Il faut d'abord conscientiser le phénomène d'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire du passage à l'écrit. Ensuite, une deuxième langue vivante, comment ça s'apprend, et en particulier l'anglais, en regard de ce que l'on sait des difficultés générales des 10 et de l'apprentissage de la lecture dans notre propre langue. Et enfin, je tenterai de vous apporter la remédiation et les solutions que j'ai mis en place par une expertise tout simplement de terrain. J'ai mis les mains dans le cambouis et j'ai sorti des solutions qui marchent, j'en suis absolument convaincue, puisque je l'ai expérimenté moi-même auprès de mon enfant, de mon fils multi-10 et d'élèves qui viennent régulièrement me voir. Alors apprendre une langue vivante, c'est d'abord connaître les difficultés majeures des 10, à savoir qu'ils ont des difficultés de discrimination auditive, c'est-à-dire de différenciation des sons. C'est vraiment la difficulté majeure. Vous entendrez d'ailleurs parler de dyslexie phonologique. Phonos, le son, on le verra après. Discrimination visuelle. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils distinguent? Quelles sont les lettres qu'ils différencient? On verra ça aussi en détail. Ça, c'est un cerveau avec toutes ces connexions neuronales qui nous expriment le fait que dans les difficultés majeures, il y a les difficultés de mémorisation. Autant la mémoire de travail, qui était avant appelée mémoire courte, que la mémoire longue, ce qu'on retient quelques semaines après. Difficulté de repérage dans l'espace. Or, l'apprentissage, c'est de l'espace, on le verra aussi. Et difficulté de repérage dans le temps et gestion du temps. Je vois des têtes qui hochent, vous reconnaissez. Et constat qui revient sans cesse, ce sont des élèves fatigués et lents dans leur travail, même pour ceux qui ont une hyperactivité déclarée. En tout premier lieu, lorsqu'on suspecte quelque chose, c'est d'abord d'aller vérifier l'audition et la vue. Ensuite, de faire des bilans. Des bilans, on verra, d'orthophonie, de psychomotricité, d'ergothérapie, etc. De se faire un bon dossier, parce qu'on en a besoin toute la vie scolaire de l'enfant, pour traiter le handicap. Et enfin, les parents se transforment souvent en chauffeurs de taxi. Alors, difficulté de discrimination auditive, c'est ce qu'on appelle les troubles phonologiques. Alors, c'est parfois un terme, on a du mal. Phono, phoné, le son, la voix en grec, c'est tout ce qui a rapport au son. Même s'ils ont des bonnes oreilles qui entendent bien, le son qui passe par l'oreille, qui est bien capté par tout le système absolument extraordinaire de notre oreille, n'est pas traité par le cerveau. C'est en ça que l'on parle de troubles phonologiques. Alors les troubles phonologiques, ils peuvent exister avant que l'enfant aborde l'écrit. Alors, ça nous fait toujours sourire quand les petits disent « moi, je vais au toboggan ». Et puis, « j'aime mes bottes en couchou ». C'est-à-dire, moi, je vais au toboggan et puis j'aime mes bottes en caoutchouc. C'est normal qu'un petit, quand il commence à parler, il ait quelques petits dérapages dans la prononciation. Ce qui l'est moins, c'est quand ces troubles durent et qu'un enfant de 4-5 ans le dise encore. Puisque s'il est dans un milieu familial tout à fait normal, il a les parents qui lui répètent lorsqu'il répète mal ces mots. Mais si le mot juste ne se met pas en place, il y a un trouble phonologique.
ces troubles phonologiques, cela montre un trouble de la mémoire phonologique, c'est-à-dire en fait une difficulté à mémoriser le son. C'est justement si on lui dit « non, on ne va pas au botogan, on va au toboggan ». Alors il redit juste « toboggan ». Puis 5 minutes après « je veux monter sur le botogan ». Il n'a pas retenu le bon son ni le bon mot. Donc mémoire phonologique difficile. Alors trouble de la conscience phonologique aussi. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je mets dans ma tête? Et un déficit d'accès rapide. J'ai mis dans ma tête, tel des tiroirs, je range tous les sons, les mots dans ma tête, à des endroits bien déterminés qui sont maintenant, grâce aux IRM, extrêmement expliqués et bien visualisés par les scientifiques, mais une difficulté à ouvrir le bon tiroir pour avoir le bon mot. Ce qui d'ailleurs me fait penser à une dame de 65 ans que j'ai vue il n'y a pas longtemps, très dyslexique, qui va apprendre l'anglais et qui me dit « Eh bien, la semaine dernière, j'ai été vexée parce que j'ai fait une mauvaise contrepétrie, puisqu'elle a inversé les syllabes, elle a mal ouvert les tiroirs des sons et des mots, elle n'a pas sorti le bon mot et ça a donné lieu à une moquerie de la part de ses collègues. » Alors les apprentissages scolaires, une petite vue sur ce que c'est, ça demande énormément de capacités cognitives, c'est-à-dire le travail que fait le cerveau. Il faut réfléchir, il faut mémoriser, il faut faire des liens de mémorisation, liens logiques, liens imaginaires, liens symboliques, liens concrets. On a plusieurs façons de se mémoriser les choses. Comprendre dans l'apprentissage, imaginer, on a beaucoup besoin d'imaginer, de mettre dans sa tête, d'avoir des images. Et enfin, faire attention. Tout ça, c'est pour avoir un travail cognitif efficace. C'est-à-dire pour justement que toutes nos fonctions exécutives, tout ce qui nous permet de travailler, soit à 100% efficace. Les fonctions exécutives, elles sont essentielles. On peut les appeler aussi compétences cognitives. C'est ce que je viens de vous dire juste avant dans le schéma. Elles nous permettent d'être organisés dans notre travail. La mémoire de travail, elle va nous permettre de garder des informations et peut-être pour faire une autre tâche, ce qui nous met en double tâche. Quand on est en train de faire un problème de maths, on doit avoir en information soutenue dans la tête toutes les tables de multiplication, par exemple. Ça, c'est la mémoire à court terme qui agit. Les fonctions exécutives concernent aussi le contrôle inhibiteur. Inhiber les distractions, c'est-à-dire rester concentré, contrôler ses impulsions, ses émotions. Tout ça est très difficile chez ces personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Et enfin, être créatif, s'ajuster, tenir compte de ses erreurs, ça s'appelle la flexibilité, la souplesse cognitive. On fait un exercice, on nous demande de chercher tous les adjectifs qualificatifs épithètes, et l'exercice suivant, ce sera tous les adjectifs qualificatifs attributs. Mais on est parti d'un autre lancé, et dans le deuxième exercice, on a gardé la consigne, relever les adjectifs qualificatifs épithètes. Et voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est le trouble déficit attentionnel avec ou sans, c'est le slash, hyperactivité. C'est ce qu'on appelle de façon raccourcie les hyperactifs. Alors il y a hyperactif et hyperactif. Il est hyperactif parce que l'enfant est zappeur, il ne dort pas assez, il regarde trop la télé, il fait 1000 choses à la fois. Et il y a le vrai hyperactif qui est un trouble déficit attentionnel avec hyperactivité que l'on a détecté avec un bilan et donc en milieu médical. Apprendre une langue vivante, c'est donc connaître les difficultés générales des 10. On vient de les survoler puisque le but de cette conférence n'est pas de s'arrêter sur toute l'explication des troubles 10, mais c'est savoir au départ comment nous, dans notre langue maternelle, donc le français, on apprend à lire. Mais avant de lire, on apprend à parler. Et c'est là que le bât blesse dans l'enseignement, en règle générale, des langues vivantes. Quand on apprend à parler, on fait d'abord ce qu'on appelle du babillage.
Un bébé de quelques mois, il va d'abord exercer sa bouche. Il va faire des bulles, il va faire des AE, c'est les premiers AE qu'on attend à 2-3 mois. Il va faire des brrr, et puis il va être en mimétisme avec son parent, sa maman ou son papa. Donc c'est très très important d'ailleurs de parler au bébé, même si on croit à tort qu'il ne comprenne rien. Et enfin, une fois qu'il a suffisamment de sons, de syllabes, il va commencer à dire papa, maman, et puis d'autres mots. Et puis à cet âge-là, les neurones sont très actifs et, comment dirais-je, extrêmement nouveaux, nombreux, prêts à tout apprendre. Donc chaque mot nouveau sera engrangé dans la tête, dans la mémoire. Et il va s'exercer à parler. Il va dire d'abord essentiellement des verbes et des noms. Puis il ajoutera le sujet quand le développement du moi sera plus évolué. Alors, dans l'apprentissage de la lecture, qui se fait lorsque le langage oral s'est installé, c'est-à-dire toute l'époque de la classe maternelle, il arrive apprentissage de la lecture en CP, eh bien, il a déjà normalement son langage oral dans la tête, il va pouvoir faire un lien entre ce qu'il entend, puisqu'il le connaît, et ce qu'il écrit. C'est ce qu'on appelle la méthode syllabique. Ensuite, à force de connaître tous ces mots et comment ils s'écrivent, lui, il ne le sait pas, mais il en a fait une photo de ces mots-là. Il les a mis dans sa tête. Donc, quand il les voit, il en fait une analyse virtuelle. Ça va très vite, vous allez voir pourquoi. Et donc, il les met dans un tiroir de sa tête. Et quand il en a besoin dans la lecture, il ne va pas passer par la méthode syllabique, le déchiffrage. Il va sortir sa photo et tout de suite la reconnaître. C'est-à-dire en visualisant le mot, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que tout de suite il y a la relation avec le mot qui est dans la tête. Nous, adultes, on a encore besoin de ces deux procédures de lecture, puisque quand il y a un mot nouveau, ne cherchez pas, il n'existe pas, vous êtes obligé de le déchiffrer. Dit, et là vous déchiffrez dit, clos, ro, tri, fait, nil, mais, ti, date. On dit qu'il faut à peu près 5 fois de lecture pour connaître un mot par cœur, orthographiquement. On dit qu'un dyslexique a besoin de voir le mot écrit 2000 fois pour faire une photo juste. Autant vous dire que la photo, elle se fait très mal. Et le mot hélicoptère, c'est très inconscient, mais on en a la photo virtuelle. On peut l'écrire avec les 2 lettres du bout, du début et du bout, et tout mélanger au milieu, vous le reconnaîtriez. Mais mon propos n'est pas aujourd'hui de traiter les troubles 10, donc je passe relativement rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc dans la lecture, il y a 2 exigences. C'est connaître la structure phonétique du mot, comme des Legos. Dans papa, il y a p, a, p, a. Dans maman, il y a m, a, m, en. Donc ce sont des blocs de sons. Et puis, faire son stock de mots. Vous savez bien qu'on augmente, et de toute notre vie, on apprend des nouveaux mots. Tout ça pour créer des automatismes, autant de langage oral que de langage écrit et d'écriture. Donc apprendre une langue vivante, ça devient compliqué. Quand on l'apprend oralement, il faut connaître ces blocs de sons. Que ce soit de l'anglais, du chinois, de l'espagnol ou du russe, c'est pareil. Donc, l'idéal, c'est de passer par cette étape-là, le babillage. Et puis ensuite, d'avoir rangé tous les mots dans sa tête. C'est ce que fait le petit enfant lorsqu'il commence à parler. Et enfin, quand toutes ces étapes sont installées, on passe au discours. En général, entre 2 et 3 ans. Un petit de 4 ans, normalement, est capable de faire des phrases avec sujet, verbe, complément. Autrement dit, apprendre tous les sons qui existent dans la langue, connaître l'alphabet utilisé, c'est-à-dire le nom des lettres, ça se fait tout seul au CP, ou même 3e année de maternelle, et connaître et reconnaître et former des mots.
L'enseignement actuel des langues vivantes. Pour ceux qui n'ont pas de difficulté, on donne des mots et on passe au discours. On a l'expérience dans sa langue maternelle, on n'a pas de problème dans sa langue maternelle, donc une deuxième langue vivante se passe relativement bien. Pour ceux qui ont des difficultés, comment on fait? Eh bien, on leur donne des mots et on leur donne des phrases. Première leçon en 6e, What's your name? Et on n'explique rien et on apprend. Je vous passe la prononciation. Or, ils auraient besoin d'apprendre les blocs de sons, de babiller, si je puis dire, de stocker les sons et les mots dans leur tête pour pouvoir commencer à faire des petits bouts et enfin de passer au discours. Mais ça, ce n'est pas fait dans l'apprentissage. C'est là que le bas blesse. Et puis, on va leur demander de savoir écrire cette langue. Donc, d'avoir une discrimination auditive suffisamment élaborée pour reconnaître les blocs de sons, d'avoir une discrimination visuelle pour pouvoir écrire correctement et vice-versa. Ça devient compliqué. Tout ça passe par une bonne mémorisation. Mais au départ, il faut déjà bien entendre et bien distinguer, bien voir, discriminer. Donc apprendre une langue vivante, c'est apprendre ce qu'on appelle dans notre jargon la relation graphophonemique. Ce que je vois et j'écris avec ce que je dis et entends. La relation oral-écrit, c'est donc la relation entre ce qui est écrit et ce qui est entendu, dans les deux sens. Or, une langue vivante, pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, il est conseillé de ne l'apprendre qu'à l'oral. Eh bien, c'est manquer la moitié. La relation orale-écrit ne s'installera pas. Donc, de mon point de vue, apprendre une langue qu'à l'oral, surtout l'anglais, qui est une langue économique, touristique, qu'il faut savoir écrire, est insensé. Ça, c'est mon point de vue. Partagé. Donc l'anglais, si, c'est possible. Pourquoi il est difficile? Eh bien, c'est cette relation-là qui est extrêmement difficile en anglais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'anglais est dit langue opaque. A contrario, l'italien est très transparent. 33 façons d'écrire les 25 sons. Donc, ce que l'on entend, on est à peu près sûr de pouvoir l'écrire, puisqu'il n'y a pas trop de différence. En français, la langue est déjà moins transparente. Il n'y a d'ailleurs pas de dyslexique en italien. Il y a des dyspraxiques, des troubles attentionnels, bien sûr des troubles d'apprentissage. Et quand ils apprennent l'anglais, les Italiens, là, on les découvre, les dyslexiques. En français, il y a donc 6 à 8% de dyslexiques. 190, en fait, ce qu'on dit, c'est que 190 possibilités de transcrire, c'est-à-dire 190 relations graphophonemiques. 190 possibilités d'écrire les 35 sons. En anglais, 1120 possibilités d'écrire les 40 sons. Je vais vous donner des exemples plus loin. Donc en anglais, apprendre les blocs de sons, c'est pas possible dans l'état même, dans du déchiffrage, pour ensuite les mémoriser. Il va falloir trouver un autre moyen, parce qu'apprendre 1120 sons, c'est pas possible. Regardez, ou plutôt écoutez. Je ne les prononce pas, mais je vous donne 2 verbes. Et maintenant, je vous donne la phonétique. Il y en a un qui se dit to do, c'est un ou long, et l'autre c'est to go, oh. Et pourtant c'est un o. Les ennuis commencent. La discrimination des sons, elle est comparable à la discrimination, par exemple, de tous ces instruments de musique. Si je vous emmène écouter une belle symphonie musicale,
et puis que je vous dis « Waouh, la clarinette, est-ce que vous l'avez entendue ?» Et vous me dites « C'est quoi ?»« Jamais vu. J'ai jamais touché une clarinette, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas reconnue parmi tous ces instruments. » Or, un bon musicien, il entend, le chef d'orchestre en particulier, il entend la moindre fausse note de la clarinette parmi la soixantaine de musiciens qui est devant lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination des sons. Je vous donne un exemple, un son proche, comme ces deux instruments, un violoncelle et un alto. Right et white, c'est presque semblable, mais c'est pas pareil. Et bien sûr, ça ne s'écrit pas pareil. Mais pour quelqu'un qui a des difficultés phonologiques, il a énormément de mal à distinguer dans la conversation courante si on va dire, je vais le dire exprès très vite, right, white. C'est pareil. Ou alors spend, spent. Il y a un D et un T. Ou des sons identiques. Alors là, c'est deux violons, mais ça ne s'écrit pas pareil. To see, le verbe voir, see, la mer. Et quand c'est une famille de sons qui marchent ensemble, c'est-à-dire les sons courts et le son long, mais on entend I, c'est I ou E. Sheep, ship, cheap, chip, qui se met toujours au pluriel puisque c'est les chips, vous connaissez peut-être les fish and chips. Donc, difficile. Et s'ajoute à ça ce que l'on connaît des troubles du dyslexique ou des troubles d'apprentissage, même dans notre langue maternelle, les petites lettres. Regardez then, qui peut être confondu avec them. C'est juste une toute petite patte en plus. D'où des fautes à la copie relativement bien sanctionnées par les professeurs d'anglais, qui, s'ils étaient bien au courant des difficultés visuelles des apprenants, ne sanctionneraient pas ce genre de fautes. Et donc, les confusions des lettres que l'on connaît en français avaient les 4 stars du bas, puisque pour eux, c'est un rond avec une barre, qu'elle soit en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Ils ne font pas la distinction. Alors, je reste très généraliste, hein. Il y a des enfants, évidemment, s'ils ont été bien pris en charge en orthophonie, ils ne les confondraient pas. Mais ça donne lieu quand même à des sacrées confusions, surtout en anglais. Si vous pensez au mot, par exemple, wet, W-E-T, qui veut dire humide, et puis met, qui est le prétérit du verbe to meet, il y a le M et le W, il va être confondu. Ça, je l'ai déjà vu, cette faute, hein. Et puis, la confusion des mots, regardez en anglais, entre mouth, qui est la bouche, et month, qui est le mois. Alors ça, c'est une confusion que mon fils a faite jusqu'à l'année dernière, donc il a quand même 22 ans. Et je lui ai enfin trouvé un moyen mnémotechnique. La prononciation A ou A ne suffisait pas, c'était l'écriture elle-même. Donc je lui ai dit, regarde, tu as le U qui a la bouche de mouth, qui veut dire bouche. Voilà, petit moyen mnémotechnique, on travaille beaucoup sur l'image. Et puis, il y a des mots qui ont les mêmes lettres, mais pas dans le même sens. Who et how, qui sont régulièrement confondus. Donc, comment ne pas les confondre? Je vous donnerai l'astuce à la fin de cette conférence. Ces apprenants qui ont des difficultés se raccrochent à ce qu'ils connaissent. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Leur langue française, ou en tout cas à peu près. Donc, ils entendent 30, comme ils ne connaissent pas le son qui n'existe pas en français, eh bien, ils vont l'interpréter avec 30. Et là, faux. C'est sanctionné. Et quand le mot est pareil, mais qu'il ne se prononce pas pareil, alors il faut lui donner du sens. D'abord de la phonétique, to bow, et puis bow. Donc, on fait quand même déjà une relation entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit, mais il faut rajouter l'image du mot. On ne peut pas apprendre un mot
quand on a des difficultés s'il n'y a pas l'image. J'ai un élève de 42 ans, pâtissier boulanger, qui me dit « moi j'ai besoin de l'image ». Et il apprend très bien avec les images. Et à mon sens, l'apprentissage de l'anglais en collège n'a pas assez d'images, mot par mot, dans des tableaux de vocabulaire. Je vous montrerai des exemples. Et alors là, quand on a un nom de chose, il n'y a que la phonétique qui va nous permettre de faire la distinction avec le sens du mot. L'exemple d'avant, c'était un verbe et un nom. Là, c'est deux noms. Il y en a un qui veut dire le nœud qui se dit bow et l'autre qui veut dire la proue qui se dit bow. D'où l'intérêt de la phonétique. Enfin, sur la nature du mot, quand le mot est le même et qu'il se prononce pareil en phonétique, qu'est-ce qu'on fait? On va donner une couleur grammaticale. Je ne m'étendrai pas trop dessus, je vous en parlerai légèrement ce soir. Après, on pourra échanger. Et puis, voilà, j'ai écrit des livres avec la méthode et c'est tout écrit dedans. Ce n'est pas mon propos là parce que l'application des couleurs grammaticales se fait dans une prise en charge aussi en français. Mais là, c'est intéressant parce que left en orange, c'est le participe passé ou l'adjectif qui veut dire quitter. Et left, non, ici, de choses en bleu primaire qui veut dire la gauche, pardon. Voilà. Donc là, la nature du mot est mise en valeur par la couleur. Et puis, il y a beaucoup de lettres muettes en anglais. Donc, au début de l'apprentissage, pour permettre à l'apprenant d'avoir le réflexe de ne pas les prononcer, on les met en gris. Knife, bought, to listen. Vous voyez que je ne prononce pas le K, le GH et le T. Les formes contractées. Alors, c'est absolument étonnant parce que les Anglais que je côtoie, les professeurs d'anglais, les Britanniques de souche qui habitent ici, surtout qu'il y en a beaucoup dans notre région, me disent bien qu'en anglais, les petits, donc CP, CE1, n'apprennent pas les formes contractées en Angleterre, en pays anglophone. Nous, les Français, on leur donne au premier cours « What's your name ?» Il y a la contraction de « what's » qui veut dire « what is ». Alors, les formes contractées, c'est donc celle-ci, et puis les deux que l'on connaît aussi, will et shall. Shall s'utilise de moins en moins. C'est bien, ça en fait déjà un de moins. Et puis, autre différence et difficulté de l'anglais, c'est que l'anglais est une langue accentuelle. On va accentuer le mot que l'on a envie de mettre en valeur. Et à l'intérieur du mot, il y a aussi des intonations. Il y a ce qu'on appelle l'accent tonique. Si je veux mettre l'accent sur « in the fridge », est-ce qu'il y a du gâteau encore dans le frigo? Donc j'insiste, dans le frigo, pas dans le placard. Je vais dire « Is there any cake in the fridge ?» Et j'accentue, je baisse la voix. Si je veux insister sur « Est-ce qu'il y a du gâteau ?» et pas des œufs dans le frigo, je vais dire « Is there any cake in the fridge ?» Et ça, en français, on ne l'a pas, sauf les personnes qui sont un peu théâtrales. Mais en règle générale, c'est nouveau pour les apprenants. Donc c'est important de le savoir. Je vous parlais de difficultés de mémorisation. Lorsqu'on a un mot qui s'écrit B-E-E, qui se prononce B, on essaye tant bien que mal de le mettre dans sa tête. Si on est auditif plus que visuel, on va donc retenir B. On l'écrit B-I, loupé. Si on est plus visuel, on a vu qu'il y avait un E, on l'écrit B-E, loupé. Parce qu'on n'a toujours pas fait la relation entre le son, la phonétique et le mot. Donc, on cherche à résoudre cette équation. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'écris, à mettre en relation avec qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'entends. Autrement dit, la relation grapho-phonémique. Je continue dans les 5 difficultés majeures. Rappelez-vous, il y avait donc la discrimination auditive, discrimination visuelle, la difficulté de mémorisation et la difficulté de repérage dans l'espace. Il y a beaucoup de lettres en anglais, notamment le H. Ensuite, des lettres qui nous semblent pareilles qu'en français, mais c'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Et pour le coup, on confond et on n'arrive pas à retenir l'orthographe. Donc c'est important d'avoir les couleurs grammaticales, d'avoir des astuces et puis d'avoir la phonétique et l'intonation dans la tête, l'écriture phonétique.
La place des mots dans la phrase aussi en anglais a une grande importance. Il y a des cas où le mot, comme celui-là, to, a un sens uniquement donné parce qu'il a une place déterminée. I want to eat some chocolate too. Je veux manger aussi du chocolat. I'm too small for you. Je suis trop petite pour toi. Donc c'est to qui a deux significations complètement différentes. Et comme ils ont un mauvais repérage dans l'espace, la phrase et les mots, c'est de l'espace. Et ils ne savent pas si c'est avant, après. Il faut les aider aussi à se repérer. On peut mettre un petit fanion, on peut faire des jeux d'étiquettes, faire placer avec la main le mot à la fin. Et comme le corps accompagne ce geste, le cerveau engrange plus facilement l'information. Les étiquettes, ça marche très très bien. Et enfin, dans le repérage, ma cinquième difficulté majeure, repérage dans le temps, en anglais, la notion de conjugaison et d'utilisation de ces conjugaisons est complètement différente qu'en français. On a l'impression qu'il existe un passé composé en français, en anglais, et ce n'est pas du tout pareil que le passé composé en français. Donc, en anglais, on tient énormément compte de la relation entre passé, présent-futur et passé. Si une action qui a commencé dans le passé n'est pas finie dans le présent et le futur, eh bien on utilisera ce que nous croyons être le passé composé. Mais ce n'est qu'un temps composé. Alors apprendre une langue vivante, connaître les difficultés, apprendre à lire dans notre langue maternelle. On connaît maintenant toutes les difficultés en anglais, je vais quand même vous apporter quelques solutions et remédiations. D'abord, apprendre tous les sons, la phonétique. J'appelle ça pour moi le babillage. D'abord parce que ça permet d'entraîner physiologiquement la bouche à prononcer. Les Anglais sont plus prognathes que nous, ils ont le menton, les vrais Anglais, ils ont le menton plus en avant. Parce qu'à force, par exemple, de dire le O de rose, eh bien, ils ont exercé la souplesse de leur menton. Ils utilisent beaucoup plus leur langue et leurs lèvres. On peut pratiquement parler français sans bouger la bouche. En anglais, ce n'est pas possible. Donc, plus on s'entraînera dans les sons, plus la bouche, c'est-à-dire la langue, les lèvres, le menton, tout ça deviendra souple et plus automatisé pour bouger. Donc, pour moi, ça, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est bien d'apprendre les langues quand on est tout petit. Parce qu'on est moins raide quand on est tout petit. Parce que quand on apprend l'anglais à 40 ans, on a la bouche qui n'est pas forcément adaptée à prononcer l'anglais. Ensuite, apprendre les lettres par leur nom pour les mémoriser. Parce qu'il y a trop de confusion entre le français et l'anglais. Je vous ai mis un alphabet à l'entrée de la salle, vous regarderez. Je vais aussi en parler là. On apprend les lettres avec le nom des couleurs en anglais, donc elles ont un fond. Et on a beaucoup plus le réflexe. Quand on voit la lettre J dans du grey, qui est le gris, on va dire J. Et quand on voit le G français dans du vert, qui est green, on va dire G. Et ça marche très bien. Ensuite, apprendre les mots avec leur prononciation, avec tous les blocs de phonétique, pour pouvoir les mémoriser, les mettre dans sa tête. Et enfin, on pourra seulement passer au discours. Il me semble que c'est important de prendre conscience, je lance un appel à l'éducation nationale, pour apprendre toute cette étape en primaire. Et que l'étape du discours, j'ai rien contre qu'elle se fasse en 6e, mais qu'au préalable, on ait fait toute l'étape de base. Et l'étape de base, c'est donc les 44 sons. Alors, il y en a 40, mais j'en rajoute 4. Comme ça, c'est beaucoup plus complet, explicite. Et ce sont donc les sons voyelles, les sons consonnes et les sons double voyelles qu'on appelle diphtongues. On écrira chaque mot modèle avec le signe phonétique. Dans le mot modèle, il y a la lettre qui sert à écrire le son, en rouge si c'est un son voyelle, en bleu si c'est un son consonne. On apprend ainsi à automatiser toute la variété d'écriture du son.
Le son O, par exemple, que vous avez ici, il a au moins 7 façons de s'écrire. Quand vous dites board, c'est O-A-R, par exemple. Et enfin, on apprend à écrire la phonétique toujours en gris, donc soit à l'ordinateur, soit au crayon papier, de façon à enregistrer dans sa tête que c'est une information secondaire. Et ça marche très bien. Et on rajoute des images qui vont d'ailleurs nous permettre dans cette méthode de mémoriser avec des moyens mnémotechniques l'écriture graphique qui nous paraît au départ un petit peu étrangère et qui en fait a beaucoup de logique. Voilà. Donc apprendre les lettres, c'est conscientiser que la lettre A en français va se dire A, elle est dans du grey. La lettre B va se dire B, elle est dans du green. Donc on aura appris bien sûr d'abord tous les sons, puis les couleurs, et l'apprentissage des lettres se fait, je dirais, presque naturellement. J'ai vraiment des très très bons résultats. Grey, green, red, donc il y aura F, L, M, N, S, etc. Et là, on pourra enfin apprendre à épeler les mots D, O, G, S, U comme blue, N. Voilà. Enfin, quand on a donc appris tous les sons, qu'on a appris à nommer les lettres, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'en anglais, on nomme les lettres, mais les lettres n'ont pas de son. Ça, c'est important de le dire. En français, elles ont un son, les lettres. La lettre A fait A, la lettre B fait B. La lettre E, la lettre I, parce que E est encore un peu compliqué, la lettre I, elle fait I, mais pas en anglais. Et enfin, on va apprendre les mots, comme le mot par exemple cat, que je vous donne un exemple. On aura appris le K du mot modèle king. Le A, bon, c'est le mot modèle cat. Le T de top. Et enfin, voilà, on peut écrire un mot phonétique en entier. Et tout au long de l'apprentissage, jusque dans les études post-bac, on a son dictionnaire phonétique ou son logiciel de phonétique. Et on est capable, quand on voit la phonétique d'un mot nouveau, de le lire et de dire cat. Les Britanniques vous diront que eux-mêmes, quand ils découvrent un mot qu'ils n'ont jamais entendu et s'il est un peu compliqué, ils ne savent pas comment le prononcer. C'est quand même hallucinant. Et ils ont eux-mêmes du mal à apprendre l'anglais à leurs propres petits écoliers, ce qui fait qu'un petit anglais à 8 ans n'a comme bagage linguistique que 40% de sa langue maternelle, alors que nous, les petits Français, au même âge à 8 ans, nous avons déjà 70% de notre bagage linguistique. Et si vous regardez un peu les actualités de rentrée, la méthode de lecture et d'apprentissage de la lecture en Angleterre est toujours remise en cause parce qu'ils remettent toujours sur le tapis l'idée d'apprendre la phonétique à leurs petits. Puisque la phonétique, c'est une phonétique internationale, hein. Elle n'est pas propre à l'anglais. Et donc, cette façon de travailler va permettre de faire le lien entre l'écrit et l'oral. Et enfin, dans le formatage des documents, ce qui est important, c'est de donner du sens par des marqueurs couleurs pour la nature des mots, et puis de reformater les documents. Là, on est plus dans une prise en charge trouble 10 de toute matière. Mais le sens des mots, ça c'est une méthode orthophonique qui a vraiment fait ses preuves. Alors je passerai très vite parce que je ne peux pas vous dire, voilà, il faut écrire le verbe en vert, la personne animée en rouge, ça s'apprend, ça s'étudie. Mais vous verrez dans mes ouvrages, ça a vraiment du sens, surtout en anglais. Et puis les idées, on met des couleurs, le lieu, c'est ce qui va nous permettre dans tous ces questionnements en anglais, how long, how far, etc., de souligner dans la couleur de l'idée, et puis le temps, entre autres, l'adverbe de temps, l'adverbe de fréquence. Regardez ici, en français ça marche, adverbe de temps, adverbe de manière, et le fameux adverbe de fréquence où on leur fait apprendre par cœur qui se place entre sujet et verbe, et comme on sait mieux nos couleurs que nos lettres, on ferait mieux de retenir la couleur, où est-ce qu'elle est placée. I often read books, je lis souvent des livres.
Enfin, dans l'esprit de cette orthopédagogie adaptée, c'est-à-dire une pédagogie qui tient compte des troubles, importance du contexte, regardez ici, j'ai donc tomorrow qui veut dire aujourd'hui, et pour le coup je vais réaliser que j'ai le verbe ici en base verbale et que j'ai will qui est conjugué, et c'est lui qui me donne le futur. C'est tomorrow, c'est demain, pardon. I read this book, et tout d'un coup, je vois qu'il y a yesterday. Eh bien, c'est I read this book. Parce qu'on a yesterday qui nous indique le temps. On est dans le prétérit. Et yesterday est donc en rose, puisque c'est un adverbe de temps. Donc, ça donne tout de suite plus de sens à l'apprentissage. Enfin, les marqueurs couleurs peuvent nous permettre aussi d'étudier comment sont faits les mots, la morphologie des mots. On va vite s'apercevoir en anglais que les adjectifs, les adverbes de manière ont souvent LY. Il suffit de les mettre en valeur. Alors, tout ça pour créer des automatismes. L'apprentissage doit aussi s'accompagner d'un certain formatage des documents. On n'écrit pas n'importe quoi. On soigne sa présentation. On va utiliser au maximum les possibilités du traitement de texte. On va choisir des polices d'écriture lisibles, c'est-à-dire avec les hauts de lettres et les jambages de lettres qui sont bien visibles, puisque je vous rappelle qu'ils ont une difficulté de discrimination visuelle, qu'ils ont du mal tout de suite à reconnaître les lettres. Donc on ne va pas leur choisir une écriture déjà où ils ont du mal uniquement dans la reconnaissance des lettres. On peut espacer les mots, etc. On écrit une taille suffisamment grosse, les tableaux, enfin voilà, tout ça, ça fait partie de la prise en charge des troubles d'apprentissage. Il faut savoir qu'un formatage réussi nous fait vraiment économiser de la fatigue et gagner du temps. Nous-mêmes, quand on a un document qui est bien présenté, on a du plaisir à le lire et on trouve les informations plus rapidement. Quand c'est le fouillis, c'est pas possible. Alors moi, ça, j'appelle ça du fouillis. C'est un exemple suisse, comme ça, j'ai pas de souci avec le professeur. C'est une liste de verbes anglais qu'un de mes élèves qui est en terminale, première, pardon, a reçu dernièrement. Et il me dit, j'y arrive pas. Ben, je lui dis, c'est normal. C'est vraiment normal. Donc, on oublie. Et on va faire ça. Voilà ce que j'appelle du formatage intelligent. C'est-à-dire qu'on va utiliser la grammaire en couleur pour les natures de mots, bleu ciel, infinitif, avec bien sûr la phonétique. Ensuite ici, le verbe conjugué. Et on n'oublie pas I, parce que ça nous permet de nous rappeler que c'est le verbe conjugué. Parce que maintenant, on apprend les verbes irréguliers sans le to et sans le I. C'est une catastrophe. Ça ne marche pas chez ces élèves-là. Ensuite, le participe passé en orange et la traduction en gris, parce que c'est comme la phonétique, c'est une information secondaire qui ne doit donc pas apparaître en premier aux yeux. Et en plus, contrairement à la liste que je viens de vous montrer tout à l'heure, ces verbes sont classés par famille phonologique. Vous voyez qu'ici, ce sont des verbes qui ont exactement la même prononciation au prétérit qu'au participe passé. Donc on va apprendre to bet, I bet, bet, to burst, I burst, burst, to cost, I cost, cost, to cut, I cut, cut. Et on y va, et on apprend. C'est comme les chansons des tables de multiplication. Voilà, et ça, par contre, c'est une méthode, je n'ai pas non plus d'ennui avec le prof, puisque c'est le livre. Je ne dirai pas quelle méthode c'est, qui est beaucoup utilisée dans nos collèges ici. Tout d'un coup, en quatrième, on présente de la phonétique aux enfants. Voilà les tableaux de vocabulaire dans le livre qu'ils sont censés apprendre. En plus, c'est relativement mal écrit parce que vraiment, c'est pas le scan qui est mauvais, c'est la police phonétique. Ensuite, la police phonétique, elle peut s'écrire entre crochets ou entre slash. Par expérience, je vois que les slash troublent énormément les enfants. Parce que le temps qu'ils réalisent si c'est un L, si c'est un I, ou si c'est l'encadrage du signe phonétique, eh bien, il vaut mieux mettre entre crochets. Voilà. Alors, l'élève, bien sûr, je le suis depuis 2 ans, et il sait lire ces mots phonétiques, il les a appris, et je lui fais des traces audio. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour un enfant qui a des difficultés,
qui n'a pas la chance de se faire aider, qui n'a pas la chance d'avoir appris la phonétique, eh bien c'est indigeste. Voilà, on oublie. Ensuite, on peut faire donc des tableaux de vocabulaire. Ça, c'est hyper important pour présenter le mot. Donc, toujours pareil, la traduction en gris, gris clair, une taille en moins, parce que c'est toujours pareil, ce n'est pas le plus important. Et puis, par contre, là, c'est du fluo jaune. Alors, il apparaît un peu trop fort au PowerPoint, mais sinon, il est léger, qui va mettre l'intonation. Et puis, les mots difficiles, je les écris en entier en phonétique, ou je peux mettre que le son. Et puis, si l'enfant est jeune, en 6e, je fais ça, avec l'image. Avouerez quand même qu'on a du plaisir, même si c'est de l'anglais. Et puis, je vous parlais du formatage. Il faut aussi conscientiser le fait que si c'est écrit en majuscule, on ne lit pas. Je vous laisse découvrir ce texte. Vous mettez certainement plus de temps à lire que la version que je vais vous proposer après, parce que vous êtes obligé de lire ligne par ligne, alors que quand il est en minuscule, clac, clac, quelques mots-clés et j'ai tout compris. Voilà. Ça, c'est... J'insiste beaucoup parce que les professeurs croyant bien faire mettent les consignes en majuscule, parce que quand c'est en majuscule dans notre imagination, ça veut dire que c'est important. Je ne doute pas que la consigne est importante, mais je doute que l'enfant, par expérience d'ailleurs, je doute que l'enfant ou l'élève lise la consigne parce que c'est imbuvable aussi pour lui. Alors si vous êtes amené à reformater des cours, oubliez les majuscules. En tout cas, les lignes entières de majuscules. Et quand l'enfant est jeune, on met feu vert, je démarre, feu rouge, je m'arrête. Vous savez que dans la lecture, ils ont énormément de mal à marquer la ponctuation parce qu'ils sont tellement accrochés mot à mot qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et donc, ils ont besoin de voir le feu rouge un peu plus avant que lorsqu'ils sont au dernier mot. Donc, vous pouvez faire des petites marques en couleur. Ça, c'est pour les jeunes enfants. Et donc, voilà, toute cette méthode que je vous ai décrite est accompagnée de matériel pédagogique que j'ai créé, puisque, humblement, je vous dirais que je suis absolument la seule en pays francophone à m'occuper de l'anglais pour les 10. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui se fait. Enfin, je pense aussi déjà qu'il faut avoir quand même une certaine expertise sur les troubles 10, certes, mais dans l'éducation nationale, en tout cas, rien n'est fait pour les 10. Et je sais qu'il y a beaucoup de collèges qui m'achètent ce matériel, qui essayent de s'équiper. Il y a évidemment des professeurs qui sont très motivés, mais ça devrait être bien plus généralisé. Le fameux alphabet, vous pourrez le regarder à l'entrée avec les lettres qui se scratchent. Ensuite, des idées pédagogiques que j'utilise, par exemple, de la pâte à modeler pour les petits, pour conscientiser avec le corps, de la forme, de la phonétique. Et on fait des jeux très amusants, on se bande les yeux et puis on essaye de découvrir. Et puis après, on enlève un élément, on essaye de deviner qu'est-ce qu'on a enlevé. Ça marche très, très bien pour les petits. Si un jour, il y a enfin des orthophonistes, parce qu'elles sont très intéressées, mais leur déontologie ne leur permet pas, si elles sont intéressées et qu'elles ont droit de rééduquer en anglais, ce sera là certainement un outil utilisé. Passer par le corps. On passe par le dessin, le coloriage, on dessine les mots modèles. On apprend donc tous les mots avec des images référentes, des mots référents. Et cette année, j'ai sorti, je pourrais vous montrer après, une méthode pour répondre aux besoins de ces centaines de juniors et adultes qui m'écrivent tous les jours en me disant « Est-ce que je peux apprendre l'anglais avec vos livres ?» Et je leur réponds non, c'est un outil pédagogique. Et comme il n'y a pas de professeur d'anglais qui fait ma méthode, ces gens-là se trouvent coincés. C'est au Canada, l'île de la Réunion, la Belgique, enfin je veux dire, c'est pas dans la région annécienne. Et donc, ça faisait un moment que je travaillais à cette méthode sur tablette tactile qui guide l'apprenant, c'est-à-dire
que c'est une méthode en complète autonomie. Il y a des vidéos où j'explique tout le son, comme si j'étais en cours. Il y a du tactile où on apprend à dessiner. Il y a des documents téléchargeables où on va colorier son image. Et donc, ça représente à peu près 60 heures de cours pour apprendre. C'est individualisé. Alors, pour des jeunes en collège et des jeunes en primaire, il faut que le parent soit là pour superviser, pour pouvoir lui dire « Tiens, tu lis bien ça. Attention, le professeur nous dit quelque chose. Tu peux utiliser ton joker parce que c'est très ludique. » Et l'intérêt de cette méthode tactile, c'est qu'elle est tactile. Or, les apprentissages actuels en primaire et surtout en collège ont très peu d'utilisation kinesthésique. L'image, le geste, les étiquettes. On ne fait plus d'étiquettes en collège. On apprend le questionnement. Vous savez, les fameuses questions « What are you doing ?» etc. où on demande à l'élève d'inverser le verbe, le sujet, et puis encore le do, le did, le does, que j'appelle des doudous. Et tout ça, il faut le mettre en place. Eh bien, on fait des étiquettes, même grand, et ça marche très, très bien. Donc, le tactile nous permet d'apprendre par le corps et par le geste. Donc, on va avoir des repères. Quand on va entendre « sheep », on va aller chercher dans sa tête, on aura la référence. Le « i » de « bee », j'entends le « i » dans « sheep ». Et donc, je vais pouvoir écrire le son voyelle du mot « sheep » que j'apprends, et je vais pouvoir même l'écrire en entier, si je veux, et le mettre dans un tableau de vocabulaire. Même pour les petits, je fais ça en primaire. Et on aura des mots qui sont donc dans cette famille de sons. To read, will, c'est le I, et c'est le I de be que j'ai appris en premier. Et puis après, il y a des moyens mnémotechniques quand on aborde la grammaire en collège. Par exemple, vous avez la troisième personne où il y a un S. Alors l'élève, il sait qu'il y a un S. Encore aujourd'hui, j'avais un élève qui m'a mis à they, à la dernière personne du pluriel. Je lui dis, mais réfléchis bien, les pronoms personnels, à condition qu'ils les connaissent quand même, il n'y en a qu'un qui a un S. Il est là, il est là avec ses petits copains, ici. Donc, c'est à la troisième personne qu'on mettra un S. Parce que c'est à la troisième personne qu'on retrouve un pronom personnel où il y a un S. Et tout l'apprentissage est fait de moyens mnémotechniques faisant appel à des histoires, des images, des petites choses qu'on se raconte pour retrouver ce que l'on a appris. Tout ça pour créer des automatismes. Et enfin, je vous ai promis comment on peut faire la différence entre who et how dans le placement des lettres. Eh bien, si on a appris que who parle d'une personne animée en rouge, ça c'est la grammaire en couleur, on met le smiley. How, qui est la manière qu'on met en orange, c'est une échelle, on dessine l'échelle sur le H et on se raconte toujours l'histoire, comment on monte à l'échelle. Beaucoup de professeurs m'ont piqué l'idée, et tant mieux. Voilà, après je pourrais vous montrer dans la salle, si vous voulez, ce que j'ai fait comme matériel, logiciel et livres, le matériel pédagogique et le Phonopass, le fameux Phonopass, la méthode tactile qui sort cette année. Et je vous remercie de votre attention.